pas le moment. C'est pas le moment, ce n'est pas le moment pour éclair embêter nous. Nous qu'à monter, voum, 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 nous qu'à monter, voum, encore éclair, nous qu'à monter, voum, 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 nous qu'à monter, voum, encore éclair. C'est pas le moment, ce n'est pas le moment, c'est pas le moment pour éclair embêter nous. Nous qu'à monter, voum, 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 nous qu'à monter, voum, 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 et que petit mouchouet, et puis il qu'à saluer, il qu'à faire. Au voir comme ça, puis qu'à aller, bah, toi même qu'à décoster, qu'à aller, et puis tout le monde entrer à l'école. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Par votre geste du 17 mars 1943, vous avez signifié que la cause de la France. J'invite les chefs, les soldats, les marins. À bord du paquebot Colombie, la délégation officielle arrive à Cayenne. Voici le palais du gouverneur. 1935. La Guyane vivait encore le temps des colonies. Cette année-là, Cayenne fêtait avec éclat le 300e anniversaire de l'annexion des Antilles et de la Guyane à la métropole. Depuis plusieurs années, la population créole soutenait l'idée de départementalisation, porté par Gaston Monnerville. Pour obtenir l'abolition de l'esclavage. Monsieur Gaston Monnerville, député de la Guyane, au pied du monument. Le processus d'assimilation des plus anciennes colonies françaises, les possessions d'Amérique étaient engagées, même si quelques personnalités culturelles émettaient des réserves. En 1939, Cayenne jouait un rôle essentiel dans la vie guyanaise. La ville monopolisait toutes les relations commerciales et concentrait toute l'agitation politique du pays. La Guyane, qui comptait 30 000 habitants dont près de la moitié à Cayenne, était dirigée par le gouverneur Robert Schott. Durant les années 30, la colonie fut trop souvent l'objet d'alliances ou de combinaisons douteuses entre pouvoir politique et administration coloniale. Dans la vision commune d'avant-guerre, la Guyane, c'était le bagne, cette création de la métropole du milieu du XIXe siècle. La commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni administrait une population de 5000 bagnards. La présence du bagne était devenue indispensable à l'équilibre économique de la colonie. En juin 1938, sur proposition de Gaston Monnerville, un décret-loi supprimant la transportation en Guyane française était adopté par le gouvernement. Mais la guerre éclata. Septembre 1939. L'Europe et le monde entrèrent dans le temps du chaos. Dès la déclaration de la guerre, 1200 hommes de troupes ont été appelés conformément au plan de mobilisation prévu. La colonie, voulant contribuer à l'impôt du sang, détacha un renfort de 250 hommes pour la métropole le 26 avril 1940. On avait installé des postes des méthodes radio à la mairie de Cayenne pour entendre des nouvelles. Et toutes les familles descendaient avant 7h30 à côté de la mairie pour entendre les nouvelles du front. On attendait les grandes personnes qui disent il faut prier parce qu'Hitler va rentrer à la France. Hitler, si Hitler rentre à la France, eh bien la France, il n'y aura plus de France. Chacun avait en soi l'espoir d'entendre un jour les exploits de la ligne Maginot. Alors, tous les soirs, on était là, on était fidèles, on attendait. Celle-ci constitue une des réalisations les plus importantes du siècle. Elle est une des pièces capitales du système défensif français et seconderait efficacement en cas d'invasion
toutes les armes chargées de la protection du territoire. La guerre ne respecta pas les plans prévus. Après avoir envahi les Pays-Bas et la Belgique, les troupes allemandes déferlèrent sur le nord de la France, contournant la ligne Maginot. Plongés dans l'inquiétude, les Guyanais suivaient avec angoisse le calvaire de la France envahie, l'exode de la population désemparée. Et puis à 4 heures d'après-midi, on attend les Allemands débarquer à Paris. Mon Dieu. Et puis alors quand il y a eu la capitulation, alors là on est tombé évanoui pratiquement. Hein. On en pleurait. L'humiliation fut totale. L'armistice est signé à Retonde, le 22 juin 1940. Vous voyez, c'est comme si on vous donnait un coup de masse sur la tête. On était abasourdis. J'ai vu des gradés pleurer, mais verser des larmes, pleurer. On ne reconnaissait plus la France, en quelque sorte. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le dessein de la patrie. À ce moment-là, on m'a habillé et je devais partir. Et c'est juste où la France déclare capitulation sans condition. Donc, même, j'étais pas pour péter, mais j'ai dit merci péter, parce que ça m'a empêché d'aller mourir. À Cayenne, l'allocution du maréchal fut reprise dans le journal officiel et fit l'objet de nombreuses affichettes publiques. L'image de Pétain rejoignit dans la ferveur de la population traumatisée des personnalités adulées comme Schœlcher, Galmot ou Monnerville. Au début, on croyait en Pétain. Tout le monde croyait en Pétain. On disait, ah, il a arrêté la guerre, d'accord, et on croyait en Pétain. Mes oncles avaient fait la guerre 14-18, ils avaient fait Salonique, les Dardanelles et Verdun. Ils étaient à Verdun, à Douaumont, tout ça. Alors, pour eux, c'était quand même une valeur. Alors, ils l'estimaient quand même beaucoup. Ils se disaient, ils ne comprenaient pas un peu son attitude, mais ils disaient, s'il l'a fait, c'est que c'était bien. Maréchal a essayé, c'était pour ne pas craser la France. Il a dit, il a fait ça, ce geste-là. C'était pas pour craser, démolir la France. Il a fait ça, mais c'était pas la traîtrise, ni quand il était contre la France. Il ne voulait pas que la France disparaisse. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel depuis Londres. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. Là, je me suis arrêté devant pour écouter ce discours, et les gens qui passaient, tous s'arrêtaient. Il y avait quelque chose qui piquait en quelque sorte nos sentiments de revanche, et qui en même temps mettait l'espoir dans tous nos cœurs. Alors, on avait la chair de poule à écouter, en tout cas moi. J'avais la chair de poule en écoutant ce discours. Les anciens combattants de 14-18 menèrent auprès du gouverneur Schott plusieurs délégations exprimant leur confiance dans la continuation de la guerre auprès des Alliés. Mais le gouverneur resta de marbre devant leurs prétentions. Il multiplia les cérémonies pour tâcher d'amortir les passions, diffusa des communiqués à la gloire du maréchal ou dénonça ce qu'il qualifiait l'aventure londonienne de Gaulle. Pourtant, la première manifestation publique d'opposition eut lieu le jour même de l'armistice. Elle fut l'œuvre du capitaine Claude Chandon qui refusa de consigner sa troupe à la caserne. Le jour de l'armistice, le capitaine Chandon nous a fait sortir, il nous a expliqué la situation qu'un général français, de Gaulle, était parti en Angleterre pour faire de la résistance
faire de la résistance et qu'il fallait penser, si possible, à le rejoindre. Et puis au retour, c'était musique en tête. On a traversé Cayenne, la ville de Cayenne, pour entrer à la caserne. Ne trouvant pas l'appui qu'il escomptait, Claude Chandon quitta clandestinement Cayenne pour rejoindre la Guyane hollandaise à partir de Saint-Laurent-du-Maroni. La proximité de la frontière permit l'émergence de groupes de résistance dans la population et l'administration pénitentiaire qui répondirent favorablement à l'appel du général de Gaulle en câblant par la voie hollandaise. Avec le soutien des Guyanes hollandaises et britanniques, Claude Chandon réunit environ 150 hommes de l'autre côté du fleuve Maroni. Bagnards libérés ou en quête de réhabilitation, acquis à la France de De Gaulle. Des hommes tels que Roger Wackenheim, Stéphane Reynard ou Georges Guéril l'aidèrent dans son action. Après l'appel du 18 juin, mon mari a demandé à tous les libérés de Saint-Laurent-du-Maroni de venir le voir. Comme il était chef du bureau des douanes, il les laissait passer, puis partait pour le Suriname, dans l'espoir d'aller rencontrer le général de Gaulle. On était sur le balcon parce que nous habitions près du fleuve, au-dessus de la douane. Alors mon mari me disait, mais regarde-les qui s'en vont. Il était content, heureux comme tout. Au début de 1941, Chandon et ses volontaires retrouvèrent d'autres hommes rassemblés à Trinidad et partirent pour l'Afrique combattante. Malgré cette action, la Guyane ne rejoignit pas le camp de la France libre. Les personnes suspectées d'avoir aidé cette fuite furent sanctionnées et placées en résidence surveillée aux îles du Salut. Le régime de Vichy s'installa en Guyane, s'appuyant sur le journal La France équinoxiale, organe officiel de propagande. Deux gouverneurs se succédèrent durant cette période, Robert Schott et René Weber. Ils appliquèrent à la lettre les consignes de Vichy. Les différentes institutions, conseil général et mairie, furent suspendues ou remplacées. Une politique de manipulation des esprits se mit en place et une trentaine d'indicateurs institutionnalisèrent la délation. On a commencé à voir débarquer ici des fonctionnaires envoyés par l'amiral Robert, qui était le correspondant du maréchal Pétain aux Antilles, des fonctionnaires qui arrivaient ici, qui s'adressaient aux gens avec arrogance, qui multipliaient les contrôles en toute ignorance de la légalité républicaine. On n'avait pas le droit de grouper plusieurs personnes en train de parler, parce qu'il y avait des polices secrètes aussi, qui restaient derrière la porte pour écouter ce que vous dites, pour rapporter. Je sais que nous avions des recommandations à la maison, d'écouter, mais de ne pas répéter. Avant de parler, il faut tourner ta langue dans ta bouche 7 fois. Et si vous parliez trop, le lendemain matin, les gendarmes vous arrivent et vous ramassent, déportés aux îles du Salut. C'est comme ça se faisait. Appartenant à l'administration pénitentiaire, les îles du Salut servirent de geôle aux hommes qui ne manifestaient pas suffisamment de zèle pour le nouveau pouvoir, ou qui s'étaient risqués à dévoiler des sentiments gaullistes aux éléments subversifs ou aux francs-maçons. On entendait beaucoup de choses, que des fonctionnaires avaient été révoqués, les francs-maçons aussi, on les avait révoqués. Il y avait M. Caprice, qui était chef du bureau des douanes aussi à l'époque. Il a été envoyé en Martinique. M. Marcellus Laurence, qui a été mis à la retraite d'office. Il y a eu Constant Clore, par exemple, qui a été envoyé aux îles du Salut. Il y a M. Courbin, qui a été envoyé aux îles du Salut. Il y a des gens qui étaient dans le service des douanes, comme M. Guéril, par exemple. Il a été renvoyé de son travail. Mon père, qui était chef du service des PTT, a dû prendre sa retraite plus tôt que prévu, parce qu'il subissait des pressions du gouverneur, qui voulait qu'il instaure la censure à la poste. Et comme lui ne voulait pas, alors il s'était tout le temps des rappels à l'ordre et tout ça, et puis un jour, il en a eu marre et
Et il a porté le sac postal au préfet, il a dit ben, si vous voulez faire l'ascension, faites-la vous-même, et puis il est parti pour ne pas obéir aux ordres de Vichy. De l'autre côté de l'Atlantique, au cœur des colonies d'Afrique, un enfant de la Guyane faisait preuve de courage et d'héroïsme. Félix Éboué, gouverneur général du Tchad, avait dès le 29 juin rejeté les clauses de l'armistice et rallié l'Afrique équatoriale française à De Gaulle. Et ce ralliement, tout comme l'engagement du député Gaston Monnerville, fut censuré par les autorités guyanaises. Vous le savez bien, je suis resté un combattant jusqu'à la fameuse affaire de Mersel Kébir, qui a été le jour le plus triste de ma vie, incontestablement, le combat naval avec les Britanniques. Et c'est après Mersel Kébir que je suis entré dans le maquis naissant. Car le maquis est né à ce moment-là. Le journal La France équinoxiale reprenait les grands thèmes de la presse de Vichy, relayant notamment la campagne contre l'Angleterre. La presse s'ingéniait aussi à établir des comparaisons entre la misère et la souffrance du peuple français et la chance de la population guyanaise, isolée de ce monde apocalyptique. Dans la nuit du 3 au 4 mars, en une attaque massive, l'aviation britannique a laissé pleuvoir des centaines de bombes sur l'agglomération parisienne. Le lendemain matin, la banlieue ouvrière offre une vision d'horreur et de désolation. La France étant occupée et meurtrie par la guerre, les Guyanais se devaient de renoncer au mode de vie insouciant qui était le leur pour se joindre dans une communion symbolique au peuple français. La Martinique. Fort-de-France, la capitale, garde dans sa rade plusieurs unités de la flotte française, le porte-avions Béarn et le croiseur Émile Bertin, désarmés depuis des mois en exécution des conventions de l'armistice. Durant la guerre, le destin de la Guyane fut lié à celui de la Martinique, où était immobilisée une partie de la flotte française. Dans le port, l'activité est réduite. Le blocus britannique, en effet, empêche pour une grande part d'envoyer en France le rhum, le sucre et le cacao, qui constituent la principale richesse du pays et la majeure partie de ses exportations. Le gouverneur de la Guyane était placé sous l'autorité de l'amiral Robert, haut commissaire de la République aux Antilles et en Guyane, en poste à Fort-de-France. Ce dernier était l'interlocuteur des États-Unis. Les Américains, méfiants vis-à-vis du régime de Vichy, qu'ils savaient aux ordres de l'Allemagne, craignaient une extension de la guerre dans la région Caraïbe. Le 30 juillet 1940, se tint à La Havane une conférence des États américains. Un comité pouvait, à la requête des États signataires, prendre les dispositions militaires nécessaires pour intervenir sans préavis dans n'importe quelle possession européenne de la zone. Les ministres des Affaires étrangères des États américains se sont réunis pour discuter ensemble des conséquences de la guerre. C'est une démonstration éclatante des liens qui unissent tous nos pays. Les États-Unis renforcèrent leur influence sur les Amériques, assurant la sécurité des lieux stratégiques. La raffinerie de pétrole des îles hollandaises d'Aruba et de Curaçao était considérée comme particulièrement sensible. Quelques navires furent victimes de sous-marins allemands présents dans la mer des Caraïbes ou sur les côtes de l'Amérique du Sud. Mais ces derniers étaient peu nombreux et la supériorité navale des Américains était évidente. Depuis le début de la guerre, l'hydravion américain de la compagnie Pan American Airways continuait de relier la Guyane avec l'extérieur grâce à la liaison Miami-Rio de Janeiro. J'ai commencé à fréquenter l'hydrobase parce qu'un ami de la famille était le chef de station. Et là, j'ai pris goût au morse que j'avais déjà appris quand j'étais scout et éclaireur de France. Et puis, je me suis lancé dans la radio-télégraphiste. Et à ce moment-là, cet homme qui s'appelle Alexandre Quintry-Lamotte a aidé avec M. Sinclair à avoir un grand terrain qui est à Galion. Alors les Américains, donc la Panaméricaine, a construit un aéroport. Face aux inquiétudes des États-Unis, l'amiral Robert fut contraint de céder sur certains points
pour s'assurer de leur neutralité et préserver les possibilités de ravitaillement des colonies françaises coupées de la métropole. Le 16 avril 1941, les Américains eurent l'autorisation de faire construire un aérodrome en Guyane, officiellement pour favoriser le trafic commercial. Vive le maréchal! Vive la France! Vive la France! Une fameuse patrie, monde du Sonata, et la France enivrée, le salut maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans, à ton appel suprême, ont répondu présent. Maréchal, le voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as reconquis notre France. L'hymne de la Révolution nationale est resté à jamais gravé dans les mémoires d'une génération. Maréchal, maréchal, nous voilà. Attaché à sa trilogie idéologique Travail, famille, patrie, le nouveau régime mit en exergue le rôle de la famille qui devenait l'élément clé du combat contre la décadence. L'école devenait un laboratoire du nouvel ordre social où toute pensée hostile au régime était exclue et bannie. La presse officielle associait la jeunesse scolarisée à cette politique d'embrigadement. D'imposantes fêtes et manifestations publiques avaient pour objectif d'associer la population à la nouvelle idéologie. La France regarde passionnément vers son empire. La quinzaine impériale s'est ouverte avec solennité. À Vichy, le maréchal Pétain, chef de l'État, et M. Pierre Laval, chef du gouvernement, inaugurent cette série de manifestations en se recueillant devant le monument aux morts. Nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était les quinzaines impériales sur la place des Palmistes. Parce que tous les ans, il y avait 15 jours de fête sur la place des Palmistes. Alors, il y avait un cheval de bois, il y avait des chevaux de bois, il y avait... On venait prendre le pont, des glaces, des trucs comme ça, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à Cayenne, hein. Mais pendant 15 jours, on s'amusait. C'était la seule chose intéressante qu'on avait, quoi. Et puis, il y avait la fête qu'on faisait le 10 mai pour la fête de Jeanne d'Arc. Ça partait du gouvernement, alors tous les athlètes en blanc avec les écussons et tout ça. Tous les enfants de l'école étaient là, habillés en blanc, souliers blancs, casse colonial blanc et souliers blancs. Je me souviens qu'il fallait défiler devant la tribune officielle en faisant le salut olympique. Et ça durait tout l'après-midi. C'était obligatoire, hein. Tout le monde devait y participer. Où je me suis braqué, c'est lorsque, par exemple, le maire me demandait de quitter ma classe pour venir participer à une réunion d'organisation. Je lui répondais, après l'école, jusqu'à n'importe quelle heure, je suis à votre disposition. Mais pour quitter ma classe, non. C'est tout. Non. Alors, des petites choses comme ça, je ne savais pas, ont amené à être catalogué. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose, et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Il y avait la montée aux couleurs du côté du gouvernement. Quel que soit l'endroit où on se trouvait, quand on entendait la sonnerie, puisqu'il y avait quand même le clairon qui annonçait, il fallait se mettre au garde à vous jusqu'à la fin.
Et si quelqu'un marchait, il se faisait réprimander. Hein. À Saint-Laurent-du-Maroni, on vivait sous le régime de la pénitentiaire. La commune de Saint-Laurent ne vivait que par le bagne. Je veux dire, tout était le bagne. La ville vivait par les bagnards. Qu'est-ce qui entretenait les rues? C'était des bagnards. Et dans tous les rouages de la vie publique et administrative. La fuite des bagnards de 1940 fut enrayée rapidement et tout mouvement gaulliste étouffé. La discipline fut renforcée par le gouvernement de Vichy. En témoigne cette note de service sous enveloppe portant la mention secret datée du 19 décembre 1941, émanant du chef de service de la santé de la Guyane française. Il faut se compromettre pour le maréchal. Les conditions de vie au bagne devinrent de plus en plus terribles. Aux corvées, travaux forcés et autres consignes disciplinaires s'ajoutait la pénurie alimentaire avec des restrictions massives. Les années de guerre se soldèrent par un taux de mortalité effroyable chez les détenus. Pendant le régime de Pétain, et là, il y a eu beaucoup de mortalité, c'est exact. Il y a eu beaucoup de mortalité, parce que le ravitaillement faisait défaut. C'était devenu épouvantable pour ces hommes qui étaient à deux doigts de repartir en métropole et en fait, s'ils refusaient certaines injonctions qui leur étaient faites par l'administration, on les faisait mourir à petit feu. Depuis les années 1930, l'armée du salut, grâce à l'action de Charles Péan, s'occupait du sort des bagnards libérés mais astreints à rester en Guyane. Ils ont créé ce qu'ils appelaient le comité des libérés. Donc c'est un petit bureau et qui permettait de recevoir ces hommes aussi et de créer avec eux un projet. C'est-à-dire que là, construire un projet. Vous ne savez pas, parce que tout le monde était à la même enseigne, là c'était la guerre, vous ne pouvez pas leur dire vous allez rentrer demain ou après-demain, mais ils construisaient un projet pour retourner en France. Et ça c'était quand même important. En 1943, Vichy dissolvait l'armée du salut en raison de ses origines et de ses liens avec l'Angleterre. L'accès aux camps et aux hôpitaux fut interdit aux officiers salutistes, et certains furent expulsés en Martinique, accusés d'avoir fait de la propagande pour la France libre. La défaite, suivie de l'occupation de la France et du blocus maritime, allait révéler aux Guyanais combien ils étaient tributaires des importations de la mère patrie. Nous n'avons pas subi ce que les métropolitains ont subi en Europe, mais quand même nous l'avons ressenti, d'abord parce que nous n'avions plus de contact avec la métropole, sauf par l'intermédiaire de l'administration, donc de l'État français de l'époque. Et puis nous étions arrivés aux restrictions alimentaires, hein. C'était les carnets de bons pour acheter la viande, pour acheter ceci, pour acheter cela. Pendant la guerre, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger. Toutes les choses étaient cartées. Avec une carte au bureau économique. Mais alors, pour pouvoir avoir du pain, c'était une affaire. Il fallait présenter sa carte. Et alors, il y a des gens qui en réclamaient davantage, mais le boulanger ne pouvait pas, puisqu'il n'avait pas le droit de faire plus. C'était comme ça, la queue. Même pour avoir des chaussures. Pas avoir du linge. Il nous manquait quelquefois des choses, mais ça a permis aux gens de faire fructifier les produits du cru. Toutes les initiatives qui tendaient à libérer la Guyane des importations onéreuses de l'étranger étaient encouragées par le gouvernement. On fabriquait sur place, avec des produits locaux, des articles équivalents ou de substitution. La population fit preuve de créativité et sut tirer parti des richesses de son territoire. Malgré la guerre, il y avait la forêt. Et naturellement, beaucoup de chasse, beaucoup de pêche. Et sur ce plan-là, on n'a pas souffert. Mon père était un fervent de la chasse et de la pêche. Eh bien, quand le week-end, il partait à la chasse avec ses camarades.
et il revenait à la maison avec un cochon bois, un sanglier ou bien d'agouti. Et naturellement, ce gibier était partagé, distribué dans tout mon environnement. L'exploitation de la richesse aurifère du sous-sol permit à la colonie de rester autonome dans les échanges avec ses voisins. Comme le franc n'avait pas cours, aucune liaison avec la France, et pour pouvoir acheter des bricoles soit au Brésil, soit au Suriname, il fallait avoir de l'or. Et les orpailleurs de l'intérieur aussi descendaient avec leur or. Ce qui fait que tous les commerçants chinois et compagnie, c'était ce mode de paiement. Pour éviter toute fuite clandestine du précieux métal, les services de la défense nationale venus de la Martinique n'hésitaient pas, parfois, à maltraiter les chercheurs d'or ou les commerçants suspectés. En avril 1942, Cayenne vit un changement de gouverneur. Robert Schott, dont la formule favorite était « aimer pour être aimé pour être obéi », est remplacé par René Weber, homme doctrinaire et distant. Les effets cumulatifs de la pratique du régime et des restrictions de ravitaillement suscitaient peu à peu un certain mécontentement dans la population. Certains, grâce à des postes de radio illégaux, étaient à l'écoute des derniers développements du conflit. Entre autres conséquences, l'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller occuper nos côtes méditerranéennes. Les autorités tentèrent d'atténuer l'impact sur la population du débarquement américain en Afrique du Nord et de la fin de la zone libre en France. Mais tous sentaient que la guerre prenait un tournant décisif. Cette France écrasée, il fallait quand même espérer avoir, c'est pas une confiance, toujours la flamme patriotique demeurait vivante. Je me souviens que mes parents discutaient, mon père avec Maître Darnal, parce que c'était l'avocat de la famille, alors je le connaissais bien. Et on a surpris, j'ai surpris un jour, enfin j'ai appris par mon père qu'il y avait quelque chose qui se préparait. En effet, deux groupes de notables, composés à la fois de civils et de militaires, élaboraient en toute discrétion des plans de renversement du gouverneur Weber. Mais le 16 mars 1943, des jeunes emmenés par René Sorps et Algénib Sébré organisèrent une manifestation devant le consulat américain pour dénoncer le régime de Vichy et réclamer la dissidence. Le commandant Fauché était gaulliste, mais c'est lui qui commandait la place de Cayenne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consigné les tirailleurs sénégalais à la caserne et il a libéré tout le contingent de Guyanais et d'Antillais qui étaient à la caserne Loubert. Et ce contingent de militaires est venu à la rencontre des civils qui revenaient de la crique. Il y avait M. Sébré, il y avait Cocasson, il y avait l'avocat, comment s'appelle-t-il? Polycarpe. Il y avait Roger Polycarpe et il y avait Vermont Polycarpe. Et puis on est allé vers le consulat d'Amérique. Le consul s'est amené sur son balcon. Et qu'est-ce que vous voulez? On dit on a faim, on a soif. Ben, je veux bien vous donner à boire et à manger, mais allez voir votre gouverneur. Demandez la dissidence. Et quand on a été sûr, consul brésilien, consul américain, et les Guyanais qui marchent avec le peuple, on est rentré chez le gouverneur. Et puis alors, il nous a donné un boniment pour nous dire que nous aurons du pain, nous aurons de la farine, et ceci, cela, attendons. Alors donc, monsieur Vermont Polycarpe a dit que, mes amis,
nous allons revenir un autre jour. Donc nous partons. Vermont Polycarpe vini à l'église, devant l'église. T'es qu'à parler pour demander nous les 10 pains, nous les 10 pains, nous les manger, nous les 10 pains, nous les manger, comme ça. C'était groupé, ben j'ai groupé, je veux du pain, on n'a pas du pain, Il y a ceux qui disaient que nous voulons du pain. Et il y a ceux qui disaient que vive le général de Gaulle. C'était ça qu'on disait comme slogan. Roger Polycarpe, il a groupé tous ces jeunes-là devant la cathédrale Saint-Sauveur et il nous a parlé. C'est à ce moment-là que Roger a dit non. C'est son petit frère. Il a dit non, nous n'allons pas nous disperser, nous devons, c'est aujourd'hui même ou sinon ce ne sera pas demain. Alors tous ceux qui étaient là ont commencé à battre la main et puis nous sommes partis pour redescendre après ça. Le gouverneur Weber a pris peur. Je crois que le maire de l'époque, ça devait être M. Ulrich Sophie qui est venu nous haranguer. Il nous a demandé qu'est-ce que nous voulons exactement. Alors nous disons que nous ne pouvons pas tenir encore. Ouais, c'est tout de suite ou jamais. À ce moment, c'est lui quand même qui a dit que, je vous fais savoir, que c'était le gouverneur Weber, je crois. Il a dit catégoriquement que monsieur le gouverneur partira par la voie la plus rapide. Le 17 mars, René Weber tentait de sauver son poste de gouverneur en déclarant le ralliement de la Guyane aux forces alliées. Mais les notables, récupérant le mouvement spontané de la jeunesse, mettaient en place un comité chargé d'assurer l'intérim du pouvoir sans rupture brutale. Il était dirigé par Ulrich Sophie, maire de Cayenne. Le comité demandait l'envoi d'un nouveau gouverneur au chef de la France combattante à Londres et à Alger. La Guyane devenait, au grand désarroi des résistants et des gaullistes, l'objet d'une course de vitesse entre la France de Giraud, aidée par les Américains, et la France de De Gaulle, isolée diplomatiquement. Il y avait la guerre Giraud-De Gaulle à l'époque. Et alors, De Gaulle nous a envoyé, quand on a demandé un gouverneur à De Gaulle, il nous a envoyé Berthaud, mais après Rapenne qui avait été envoyé par Giraud, parce qu'il est venu d'Amérique, Giraud, tandis que l'autre venait, il a été arrêté aux Antilles par là, il a été retardé. Donc Rapenne étant là, c'est Rapenne qui est resté. Jean Rapenne arriva à Cayenne le 26 mars 1943. Aux yeux des Guyanais, il devait prendre deux types de mesures: démettre de leurs fonctions et renvoyer les collaborateurs du régime de Vichy, et assurer un ravitaillement rapide en vivres de première nécessité. Avec le soutien des Américains, le ravitaillement arriva, mais politiquement, le gouverneur Rapenne ne marqua pas de rupture véritable avec le régime précédent. Peuple de Guyane, par votre geste du 17 mars 1943, vous avez signifié que la cause de la France était aussi votre affaire. Pensez surtout à une chose, c'est l'union des esprits et des cœurs, c'est la solidarité totale entre les différentes fractions de notre peuple, c'est l'oubli des dissentiments passés et des querelles périmées pour ne voir que le but suprême à atteindre, la libération de la patrie. Alors il y a eu des déceptions. Hein. Il y a eu des déceptions parce que beaucoup de gens qui étaient vichysois ont profité de Vichy, de la période de Vichy. Et quand la période de De Gaulle est arrivée, ils ont encore profité de la période de De Gaulle. Ils ont changé Kazakh, tourné Kazakh comme on dit. Absolument. La généralisation du conflit et l'entrée en guerre des États-Unis avaient obligé ces derniers à redéfinir une nouvelle stratégie dans la Caraïbe, notamment en transformant les aéroports commerciaux pour les rendre capables d'accueillir les bombardiers lourds qui devaient se rendre en Europe en passant par l'Afrique. Et donc les Américains ont eu l'aérodrome de Rochambeau actuel, qu'on appelait nous le 17e, c'était son nom, qui était un endroit mi-marécageux. Et c'est là que nous, Guyanais, nous avons appris ce que c'est que l'engineering, quoi. Travailler les travaux publics à la cadence. En 6 mois, le premier avion atterrissait. Le ralliement de la Guyane à la France libre en mars 1943 permit aux Américains d'obtenir l'accord du gouverneur Jean Rapenne pour la construction d'un aérodrome militaire. 1500 portoricains
et Trinidadiens débarquèrent pour les travaux. Cayenne vivait alors à l'heure américaine. Ils ont employé pas mal de créoles d'ici, quoi. J'ai 2 frères qui travaillaient là-bas. Comme j'avais un frère qui parlait très bien l'anglais, on l'avait pris comme interprète. Ouais. C'était la bonne vie. Moi, comme je faisais un petit lessive, je touchais des dollars, me donnaient 2 dollars, oui, $1,50, $3, $5 même la quantité. Là, les samedis, là, je livre du linge, je donne du linge et puis on me paie. Nous avions à surveiller les vagues d'avions qui partaient des États-Unis, qui s'arrêtaient à Georgetown et qui partaient vers Recife pour remonter vers Dakar. Donc nous avions la veille à faire et c'était des vagues de 60-80 avions DC-3 qui passaient. Nous étions donc des employés de la Pan American Airways. La base n'appartenait pas à la France, elle était encore américaine. Dès le mois d'avril 1943, des jeunes voulurent, par amour pour un pays qu'ils n'avaient jamais vu, contribuer à sa libération et prouver leur attachement filial à cette mère patrie tant célébrée. Il faut aller pour défendre la France, il faut aller pour défendre... Ah, non, 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 on ne va pas laisser les Allemands entrer, on va aller bagarrer pour la France. Mais ils sont partis. Mais alors nous, pour nous engager, on voulait s'engager pour l'aviation. Et là-bas, ils n'engageaient que pour l'armée de terre. On a décidé de faire un engagement de groupe dans l'aviation. Nous étions 20. Jean Youfat, il y a eu... Oh, je ne me rappelle plus les noms, Marchenet, Plénet, Virtos, Epailly, Rosette. Enfin, j'ai tous mes camarades là, j'ai les photos. On nous a fait le petit discours en partant, monsieur le maire, qui s'appelait monsieur Sophie. Allons enfants de la patrie. À la suite de quoi, nous avons entonné la Marseillaise. Il n'y avait pas un type, même celui qui ne connaissait pas la Marseillaise, on voyait ses lèvres bouger. On avait peut-être l'impression qu'il balbutiait quelque chose, mais il chantait la Marseillaise, il nous accompagnait à la Marseillaise. C'était général, c'était vraiment l'euphorie totale. Après ça, le bateau a commencé à s'éloigner du quai. Et là, c'était adieu foulard, adieu Madras. Là aussi, nous étions accompagnés, mais en plus, il y avait les mouchoirs et les larmes. Adieu Cayenne, adieu Roura. Plusieurs convois partirent en 1943 et 1944. Environ 200 jeunes Guyanais rejoignaient l'Afrique dans l'infanterie ou l'aviation. C'est pas de la blague. Adieu Kouroussina Marie. Et quand on a rassemblé au PC à Dakar, tous les Guyanais, on avait tous des croix de Lorraine en or que nos mères et nos fiancés avaient donné. Et très fiers d'avoir des croix. Ils ont dit, allez, ramassez-moi tout ça. Ils ont enlevé toutes les, partout, tout ce qui avait les croix de Lorraine en or, ils ont pris le... Et puis, le commandant même est venu nous dire, que viennent faire les fils des bagnards? La France n'a pas besoin de vous. Parce que tous, que nous étions tous, que blanc, noir, chabin, tout, pour eux, nous étions tous des fils de bagnards. Cette remise en cause brutale des principes tant répétés d'égalité et de fraternité contribua à mûrir la prise de conscience de quelques soldats d'outre-mer qui découvraient les tares du colonialisme. L'administration gaulliste eut beau étouffer quelques scandales, les mémoires cristallisèrent à tout jamais la pratique éhontée des girodistes, leur aversion raciste pour ces hommes d'outre-mer, qui avaient répondu spontanément présents pour la libération de la métropole. Au Maroc, les jeunes aviateurs guyanais finirent par intégrer l'aviation française renaissante. C'est au Maroc, pays des mirages, que le mirage de la victoire va briller désormais pour ceux qui ont choisi de servir dans l'armée de l'air. À Fès, à Mazagan, à Kasbatadla, à Agadir, à Marrakech, des chefs qui ne ménageront ni leur science ni leur dévouement vont former pour les combats futurs ces jeunes apprentis de la gloire. Et un jour, le commandant du bataillon nous réunit en disant, voilà,
Vous allez recevoir la visite d'une personnalité officielle de l'Assemblée constituante d'Alger, et c'était Maître Darnal. Et alors il est venu lui dire, bon ça y est, c'est fini, vous allez passer dans l'aviation. Et on a pu transformer le centre d'entraînement, ou de réentraînement plutôt de Casbatadla, qui était fait jusque-là pour les anciens pilotes, les types qui avaient été mis à pied par le régime de Vichy. Alors c'était pour eux que c'était fait. On a transformé le statut de ce centre en école de pilotage, dont les premiers élèves, c'était nous. Nous étions les premiers aviateurs guyanais, les premiers aviateurs de couleur, même on pourrait dire, en groupe constitué. Et puis on a volé sur des avions qui dataient de 1924, notre année. Des Warren 315, des vieux Rossignols. Ils sont devenus aviateurs. Mais le retard pris pour se faire accepter ne leur permettra pas d'être prêts pour les grandes opérations de libération de la France. Le jour J de la reconquête est arrivé. À l'aube du 6 juin 1944, les troupes alliées débarquèrent en Normandie. Après 3 ans de commandement en Afrique, le colonel Claude Chandon avait rejoint Londres. Il toucha le sol français le 7 juin, et ce fut lui qui, le 14 juin à Bayeux, reçut le général de Gaulle. Mais au début du mois d'août 1944, il tomba sous les balles d'un tireur isolé à Carhaix, en Bretagne. Incorporés dans la première armée, des Guyanais étaient engagés le 16 août 1944 dans le débarquement allié en Provence. On avait un petit peu peur parce que quand on entendait tirer les canons qui tiraient, nos cuirassiers tiraient, chaque bombardement ça vibrait. Il y avait ceux qui avaient la trouille, il fallait réagir. Et à bord de ce char, il y avait un matelot américain armé d'un pistolet. Et quand il est arrivé, on a senti le chaland échouer sur la plage. Il s'est tourné vers nous autres. Et quand on a entendu go, 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 il faisait signe avec le revolver. Et naturellement, il fallait courir, se foutre à l'eau jusque-là, avec nos armes, et courir sur la plage. Ceux qui ne voulaient pas sortir, ils se battaient. Mon rôle au débarquement, c'était enlever les mines sur la plage, faire sauter les chevets de frise là, avec les barbelés, faire la place pour ceux qui viennent derrière. Town after town was left behind by our troops in their rapid advance to catch up with the retreating enemy. Quand on libérait une ville, il y avait toutes les femmes qui nous tombaient dans les bras, les plus belles encore. Alors dites-vous bien que... Enfin, pour ma part, je sais que j'avais pas encore 20 ans et j'ai profité. Our artillery went into action. Retreating through the Rhône Valley. Participant aux dures batailles de libération de la totalité du territoire français, les Guyanais ne revirent pas tous leur terre natale. Le 26 août 1944, la Guyane apprenait la libération de Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Nos auditeurs seraient certainement heureux de savoir comment la Guyane a appris la libération de Paris. On m'apporte un télégramme officiel qui se termine par ces mots. Le drapeau tricolore flotte à nouveau sur l'Arc de Triomphe. D'une seule clameur, éclatant dans l'assistance la plus belle marseillaise qui m'ait été donnée d'entendre de ma vie. Mon Dieu,
Tout le monde sortit du Caucase. Tout le monde dans la rue. Il fallait voir ça. C'était une vidée. Les gens pleuraient comme ça. La pluie tombait, ils ont la pluie. Ils ont monté toute la rue l'église qui a fait chose. François Arago. Ils prennent la rue derrière le boulevard. Enfin, toute la rue comme ça. Ils ont pleuré, ils ont content quand ils entendent des nouvelles. La guerre finie, mon fils. Oh là là, ça a été triste. Hein? On a dansé, il y avait des tirailleurs, des Sénégalais. Mon Dieu, la fanfare, la musique, tout le monde sautait, dansait, on était contents. Tout le monde était content, oui. La Guyane se prépara alors à un nouvel avenir, dont les premiers événements furent la départementalisation en 1946 et la fin effective du bagne à partir de 1947. Pour nous, la Seconde Guerre mondiale a marqué une rupture dans notre mode de vie traditionnel. Des populations amérindiennes se sont déplacées vers de nouveaux villages. La chasse est devenue contrôlée. On ne voulait plus que nous vivions notre vie d'homme libre. C'est cela qui a changé. Où il y a eu un coup dur. Je voyais mon père, il faisait le marché, il mettait sur le truck, on allait attendre le main, on prenait notre main, après on allait à la mer. Il n'y avait pas, et c'était la guerre, hein, mais je n'ai pas de souvenirs tristes. Sauf quand les volontaires sont revenus moins nombreux, là il y a eu, puis ça commençait à être un peu plus sérieux aussi. Hein. À la veille du second conflit mondial, les établissements français d'Océanie, Tahiti et ses îles apparaissent comme une petite colonie tranquille au fin fond du Pacifique Sud. Parmi les 50 000 habitants, environ 12 000 vivent à Papeete, qui n'est guère qu'un gros bourg perdu au milieu des frondaisons. La vie s'écoule au rythme des touchés de bateaux, entre autres des paquebots des messageries maritimes. À la tête de la colonie, le gouverneur Chastenay de Géry, arrivé en 1937. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains, même si depuis l'annexion de 1880, la plupart des Polynésiens sont citoyens et non sujets français, ce qui les démarque des autres colonies. L'Assemblée locale, les délégations économiques et financières n'a qu'un pouvoir consultatif. Chacun avait l'importance de sa petite sphère, de son petit environnement. Et on se prenait au sérieux dans le cadre du pays, quoi. La France était loin. Hein. Les
Les établissements français d'Océanie vivent avant tout d'autosubsistance, agriculture, pêche, et de quelques productions coloniales comme le copra, la vanille, la nacre ou le café. Sur l'atoll soulevé de Makatea, la compagnie française des phosphates de l'Océanie produit du phosphate. Il s'agit de la seule activité minière ou industrielle de la colonie. La France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. La nouvelle est rapidement connue à Tahiti. Elle ébranle la société coloniale. Je me rappelle du matin de la mobilisation, l'avenue Bruat était noire de monde. Tout le monde venait pour répondre à l'appel de mobilisation, tellement qu'ils ont dû en refouler. Parce qu'il n'y avait pas assez d'équipement, il n'y avait pas d'uniforme. On peut dire que la mobilisation générale a mis 8 jours pour se mettre en place. On se retrouve à la caserne tous. Mais alors, chose très amusante, c'est qu'il n'y avait pas de lit. Alors, le capitaine Roche nous a donné des sacs à copra, là. Et on est tous partis dans la montagne cueillir des anouilles. Les anouilles, c'est cette fougère qui pullule en montagne. Vous voyez 300 gars dans la montagne à cueillir les fougères pour faire des matelas. Une fois la colonie mobilisée, la vie quotidienne reprend son cours normal. La préoccupation est alors d'assurer au niveau du Pacifique un ravitaillement qui ne peut plus venir de métropole. Durant cette période de septembre 1939 à mai 1940, quelques métropolitains résidant à Tahiti ont souhaité rejoindre le front européen. Ils le feront à leurs frais. Il y avait une confiance. On nous passait d'ailleurs des actualités. Je me rappelle, on allait voir ça au cinéma moderne. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, etc. Des slogans de la guerre. Mais on ne ressentait pas une faiblesse. On avait confiance en la victoire de la France comme en 14-18. Et il y avait une seule radio locale qui était une radio d'amateur, c'était FO8AA, la radio club. Et les gens étaient accrochés à ça tous les soirs. Il parlait en tahitien, un bon orateur, hein, avec sa belle voix. Il disait que les deux armées étaient face à face et probablement les Allemands vont être foutus. L'ennemi n'était pas foutu. Après avoir envahi les Pays-Bas et la Belgique, les troupes d'Hitler déferlent sur le nord de la France. En quelques semaines, la déroute de l'armée française est complète et les Allemands entrent en vainqueurs à Paris. Un mois, je crois, après, le même speaker à la radio, je l'ai entendu quand il a dit « Nous sommes foutus, on a perdu la guerre. » La défaite est totale. L'armistice est signé à Retonde le 22 juin 1940. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, hein, si les Allemands ont envahi la France, ben, tout le monde était inquiet. Ça a été l'effondrement, alors inouï. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement,
à se mettre en rapport avec moi. Moi, je n'ai pas entendu personnellement l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, mais on a appris qu'un général, le lendemain ou le surlendemain, un général avait lancé un appel. La nouvelle est venue en même temps que celle de l'armistice. On a vu les chefs de district venir chez le gouverneur. Ils étaient venus demander si c'était vrai, parce qu'ils n'avaient pas eu communication officielle de l'armistice. Et étant combattants de 14-18, ils ne voulaient pas y croire. Et ils étaient venus demander si c'était exact. Et là, le gouverneur a dit que c'était vrai, et ils se sont effondrés. Et nous, les jeunes qui étions là, on a dit c'est à nous d'aller les venger, c'est tout. Dans un premier temps, il y a comme, je dirais, presque une unanimité pour poursuivre la guerre quand même. Puisque le gouverneur Chastenay-de-Géry, qui ensuite prend le parti de Pétain, lance encore des appels en disant que la France est souillée par la présence allemande, que l'Empire peut continuer la guerre. Le premier sujet de préoccupation est économique. Le gouverneur négocie avec le consul britannique le maintien des liaisons commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour assurer le ravitaillement. Il se dessine deux camps nettement opposés. Bon, il y a un camp qui veut absolument se rallier aux idées très conservatrices contre les Juifs, contre les bolcheviks, contre la France de gauche. Alors ce comité est symbolisé essentiellement par le navigateur Alain Gerbaud. Et puis de l'autre côté, vous avez un certain nombre de gens, quelquefois des fonctionnaires, quelquefois des Français installés ici, qui eux sont de sensibilité républicaine, laïque, et qui poussent au contraire à ne pas accepter donc, la défaite, ne pas accepter Vichy. Le comité France Libre, animé par Émile de Curton, médecin administrateur, Jean Gilbert, lieutenant de vaisseau, et Marcel Sénac, administrateur des Tuamotu, est composé de notables locaux. Parmi eux, Émile Martin, Georges Lagarde, Georges Bambridge, le pasteur Édouard Hahn et quelques chefs polynésiens, dont Terry Hérault, chef de Papineau. Il ne faut pas oublier que De Gaulle, en juin, certainement, mais encore en juillet ou en août, il ne représente pas grand-chose. Donc, parier sur De Gaulle, c'est vraiment faire un pari à 20 contre 1. Mon grand-père était donc pour le ralliement au général De Gaulle à la France libre, sans pour autant dénigrer le maréchal Pétain. Il faut dire une chose, c'est qu'on ne savait pas du tout où on était. On était pour ou contre, on ne savait pas pourquoi. À peu près ça. La majorité des Polynésiens à l'époque sont protestants. Et comme l'Église catholique se range très nettement du côté de Pétain, les protestants comprennent bien qu'il y a un danger là. Les partisans de Gaulle avaient trouvé un slogan très intéressant. Ils avaient dit, ils avaient utilisé la chose suivante, Pétain famine, De Gaulle farine. Alors, c'était simple. Ça voulait dire, si on se rattache à Pétain, eh bien, on ne sera plus alimenté en blé australien ou néo-zélandais. Donc, on risque la famine. Par contre, si on se rallie à De Gaulle, forcément, De Gaulle, avec l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, eh bien, nous pourrons recevoir donc, des marchandises et nous pourrons aussi en exporter. Et donc, ce slogan simple a montré à beaucoup de Polynésiens où était donc leur intérêt. Le comité France Libre fait pression sur le gouverneur et finit par lui imposer un référendum. Il faut choisir entre Pétain et De Gaulle. J'ai terminé vers 5 heures et les résultats ont donné 5000 et quelque chose pour rejoindre la France libre contre quelques dizaines de refusés. Et il y avait le chef de Papineau, Terry Hérault, qui était un très grand orateur.
qui a fait son discours sur le balcon de la mairie, c'était absolument... On voulait tous s'engager, c'était fantastique. Le référendum prend vite des allures de plébiscite dans lequel la population demande le ralliement à la France libre. Le gouverneur dénonce ce qu'il considère comme un coup de force, s'en est un, mais il se résout à capituler. Nous sommes le 2 septembre 1940. Un gouvernement provisoire est créé. Il est composé de 4 notables, messieurs Anne, Lagarde, Martin et Bambridge, maires de Papeete. Sa première décision est de neutraliser la marine, demeurée pro-vichiste, et d'obtenir le ralliement de l'infanterie coloniale. On doit bien mesurer que pour De Gaulle, c'est quand même quelque chose de capital, même si ces territoires sont tout petits, il y a quand même une partie de l'Empire qui s'est rattachée à lui. En même temps, il y a un enjeu stratégique très important dans l'optique des combats futurs. Le 10 septembre, l'intendant Mansart est nommé gouverneur. Mais il se montre hésitant et favorise malgré lui une tentative de coup d'État pro-vichiste. Ce dernier est avorté. Mansart démissionne le 1er octobre. Il est remplacé par Émile de Curton, nommé par le général de Gaulle gouverneur permanent le 5 novembre. Le 2 septembre, c'était le ralliement. Le 9 septembre, les grilles de la caserne ont été ouvertes et c'est là que tout le monde s'est engouffré pour s'engager. Au moment où le roi Pomaré V a fait don de ses États à la France, une des conditions était que le Tahitien pouvait être mobilisé, pouvait faire son service militaire, mais ne devait pas être envoyé sur un théâtre d'opération extérieur. Pour y aller, il fallait être volontaire. J'ai fait mon service militaire réglementaire. Je n'étais pas pour le mouvement que vous connaissez. Moi, je suis resté fidèle au gouvernement légal. Je n'ai pas été volontaire, je ne m'en cache pas. Sous l'égide du capitaine Broche, un bataillon de volontaires est levé. Il part le 21 avril 1941. Il y a eu une série de manifestations. Il y a un discours de la princesse Terinouï au Tahiti Pomaré qui nous avait remis notre fanion. On a défilé. Alors c'est un défilé qui est parti de la caserne de Papeete normal, avec que les soldats. Et au cours de route, les civils s'agglutinaient. Mais nous, on tenait à rester dans les rangs et à marcher au pas militairement. Quand les soldats sont partis, parce que c'est depuis la caserne, là, ils chantaient. Là. Ils ne savaient pas qu'il y avait beaucoup qui n'allaient pas revenir. Ils étaient enthousiastes de partir. Dans la tête, c'était pour défendre la France à fond, hein. Mais c'était le dépaysement qui les motivait aussi. Hein. Je crois qu'ils ne réalisaient pas réellement que c'était aller à la guerre. Puis on est monté en colonne par un sur le bateau. Toute la population allait voir ce bateau qui emmenait des notes. Je sais, le quai était rempli de monde. Hein. Ça a été le moment peut-être alors où on s'est rendu compte que bon, il y a quelque chose de changé. On partait là. Hein. Ma mère, dont je suis fils unique, et on n'a jamais compris pourquoi elle avait signé mon engagement. Mais ma mère avait aussi ce sentiment patriotique qu'elle m'a inculqué. Et elle m'avait remis une lettre et en me demandant de ne l'ouvrir que quand le bateau aurait dépassé la passe. Elle me disait l'effort qu'elle avait fait sur elle-même pour signer, mais qu'elle comprenait qu'il fallait le faire, etc. etc. Voilà. L'action de De Curton à la tête de la colonie revêt plusieurs formes.
En plus d'une participation active des établissements français d'Océanie à la guerre, De Curton s'attache à maintenir l'ordre en plaçant en liberté surveillée de nombreux opposants. Sur le plan du commerce, il met en place une économie de guerre avec contrôle des prix et donc lutte contre les spéculateurs, ce qui lui attire les inimitiés d'une fraction de la bourgeoisie. Dans les élites locales, depuis très longtemps, il y avait comme une sorte de malaise à l'égard de l'administration française, du gouverneur. Les élites auraient bien voulu une espèce d'autonomie, hein, même si on ne prononçait pas le mot à l'époque. Donc vous avez des divergences importantes entre ceux qui n'ont vu que leur intérêt économique, ceux qui ont vu un intérêt idéologique, ceux qui ont vu des intérêts de pouvoir éventuellement dans cette affaire. Des gens comme De Curton ont sans doute, par fibre un peu radicale socialiste, cherché à établir un peu d'égalité peut-être dans la société polynésienne. Et cela a suscité donc de très très fortes tensions. Le général de Gaulle a donc cru bon d'envoyer un gouverneur, enfin un inspecteur, en tout cas il n'était pas gouverneur, il était inspecteur, qui était donc Bruno, dont il aurait dû savoir pourtant que les fièvres tropicales avaient beaucoup agi sur lui. Ce type un peu fou va accentuer encore les difficultés. Monsieur Bruno, gouverneur, un homme déjà d'un certain âge, qui arborait son bicorne, hein. Il aimait tout ce qui était d'apparat, hein. Le costume, le bicorne. Il n'est pas resté longtemps ici parce qu'il s'est mis à dos tous les gaullistes de la place. Mais il y a un moment, il y a une pagaille. Il y a je ne sais pas si c'est De Gaulle qui a envoyé ici un gouverneur avec une espèce de bicorne, des plumes, je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, il a pensé qu'il allait se faire assassiner, ainsi que son épouse, etc., etc. Alors, il fait arrêter les fameux trucs là, De Curton, etc., etc. Arrivé à Tahiti le 6 juin, Bruno place en état d'arrestation De Curton et ses principaux collaborateurs. Il s'entoure d'anciens vichistes et plonge la colonie dans un véritable chaos. Rapidement alerté, De Gaulle envoie alors le haut-commissaire de France pour le Pacifique. Georges Thierry d'Argentlieu arrive à Papeete le 23 septembre 1941. Il renvoie Bruno et De Curton. Puis il installe à leur place le lieutenant-colonel Georges Orselli, qui dirigera les établissements français d'Océanie jusqu'à la fin des hostilités. Le 7 décembre 1941, le Japon bombarde Pearl Harbor et lance sa politique expansionniste en Asie et dans le Pacifique. Il précipite les États-Unis dans la guerre. Un deuxième front s'ouvre donc. La guerre se rapproche de Tahiti. Avant même que Pearl Harbor n'intervienne, les Américains ont déjà demandé à De Gaulle de pouvoir constituer une chaîne dans le Pacifique. Bien sûr, les Américains auraient très bien pu se passer de l'autorisation du général De Gaulle, hein, mais pour ne pas multiplier les problèmes, mieux valait arranger ça à l'amiable. Et De Gaulle donne son accord en posant quand même des conditions. Il faut que les Américains reconnaissent que moi, De Gaulle, je détiens la souveraineté sur ces îles et après la guerre, il faut que ces îles restent françaises. C'est en février 1942, je crois, que le département d'État américain reconnaît cette souveraineté de la France libre sur le Pacifique. Commence alors l'opération Bobcat. Le 14 février 1942, une force maritime de 9 navires débarque à Bora Bora. Les Tahitiens étaient quand même étonnés de voir cette flotte arriver chez eux, un peu inquiets au début, mais tu sais très bien qu'ils s'adaptent très vite. Au début, on a eu peur, parce que pour la première fois qu'on voit un grand nombre d'étrangers qui arrivent chez nous. La population qui était aux environs de 1000 et quelques, et ces hommes qui ont débarqué par le premier contingent, ils étaient 2000.
Bora Bora fait partie de la ligne de défense que déploient les Américains contre l'avancée japonaise depuis la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la Polynésie. Elle est plus spécialement chargée du ravitaillement en carburant pour les vaisseaux et les hydravions, utilisant les lignes maritimes entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans un premier temps, l'effort du détachement, notamment les célèbres Seabees, se concentre sur deux priorités. L'amélioration de la route qui bientôt encercle l'île et la réalisation d'un approvisionnement fiable en eau douce. En automne 1942, après l'installation d'une trentaine de réservoirs à carburant, les Américains décident de la construction d'un aéroport sur le Motu Mute. Le premier avion atterrit le 17 mars 1943. Les 4 pointes de l'île sont choisies pour placer les canons de 7 pouces qui représentent la défense principale de Bora Bora. C'est cette même année que l'opération Bobcat tourne à plein régime. 181 navires chargent du carburant, 193 de l'eau douce. Des réparations sont effectuées sur 45 vaisseaux et 50 000 tonnes de cargaison sont déchargées. La population locale fait connaissance avec la magie de la puissance américaine. Je représentais localement à Bora Bora l'administrateur des îles Souban, qui était M. Charles Passard, qui était un Haïtien établi à Uturoa. Il faisait la navette entre Raiatea et Bora Bora, mais moi j'étais sur place. Et j'étais naturellement chargé d'appliquer ce que le gouvernement avait décidé. Ils ont pris du personnel local pour les aider. Moi aussi, j'ai participé à faciliter cette embauche. Et ça faisait quand même l'affaire des gens qui étaient là de gagner quelques dollars. Les Américains étaient riches, ils avaient les moyens. On peut dire que grâce à eux, nous, les habitants de Bora Bora, on s'est enrichis. Je me souviens que lorsque l'on se promenait avec eux, ils te demandaient par exemple d'aller chercher une noix de coco et ils te la payaient. Avant la venue des Américains, la vie ici était simple. On n'avait pas beaucoup d'argent. Les Américains ont tout bouleversé. Les Américains faisaient beaucoup d'activités, beaucoup de sports, des parties de baseball et du basket. Ils étaient très forts dans ces deux sports, mais ils ne jouaient pas au football. Ils ont construit le terrain d'aviation de Bora Bora. Lorsqu'ils ont eu terminé, eh bien, il y a eu cette navette d'avion qui arrivait presque tout le temps avec des films à bord. C'était pour relever, comme ils disent, le moral des troupes. Mais ça servait également à la population y allait. J'étais heureux d'aller au cinéma gratuitement. Ce sont des bons amis qui nous accompagnent là-bas pour aller voir le cinéma. Et puis après le cinéma, ils nous renvoient. Au lieu d'aller à la maison, on va au bord de la mer sous un arbre pour parler. Et puis raconter, pas d'autre chose, raconter des histoires et puis on rigolait. Et des fois, on dit des bêtises. Il y avait des soirées de cinéma, parfois, au milieu de la séance, il y avait une alerte. Alors, tout s'agitait. Les soldats regagnaient leur poste et nous, la population, nous étions mis à l'écart, en sécurité. Ils nous disaient que c'était les Japonais, mais ce n'était pas vrai. C'était seulement des exercices. C'est plus tard que l'on a su. Miniature bombs are loaded. Machine gun ammunition belted and checked.
À l'arrivée des Américains, on parlait beaucoup de la guerre avec les Japonais, notamment la bataille aux îles Salomon. Nous étions inquiets. Nous avions peur que les Japonais viennent jusqu'ici. Il y avait cette peur dans la population. An improvised net layer tows strings of buoys supporting deep submarine traps across the shipping channel. Comme à Bora Bora, sur l'île de Tahiti, la peur des Japonais est réelle. On a su qu'à la déclaration de guerre contre les États-Unis, à Pearl Harbor, des petits sous-marins de poche étaient entrés dans la baie de Sydney aussi, ce jour-là. Moyennant quoi, les dispositions qui ont été prises ici, c'était de fermer la passe tous les soirs à 5 heures avec un filet métallique. Là. On pouvait être appelé d'un moment à l'autre en cas de débarquement de Japonais. On craignait ça. Ils ont même fait des tranchées sur le Faha. Il y avait une tranchée, de l'autre côté une tranchée profonde. On ne peut pas passer avec des tanks ou des machins comme ça. Mais il y avait un Japonais qui était très bon au téléphone. Il travaillait dans le service téléphonique, il s'appelait M. Kono, et on l'a retiré de là. On l'a mis avec nous aux travaux publics. Moi, je travaillais un moment aux travaux publics. Mais le soir, il allait en tôle. Hein. Bir Hakeim. C'est un carrefour de piste en plein désert de Libye, où sont installés une citerne et un fortin branlant. C'est ici que la brigade française libre du général Koenig prend position. Dès janvier 1942, ils sont en Libye contre l'Africa Corps de Rommel. 5 mois plus tard, ils participent à la défense de Bir Hakeim, qu'assaillent d'importantes forces allemandes. À partir du 6 juin 1942, commencent les attaques d'envergure de l'Africa Corps de Rommel. Le bataillon du Pacifique parvient à maintenir ses positions, mais la situation s'aggrave et le 9 juin, il perd son chef, le lieutenant-colonel Broche. Le 10 juin, le commandement britannique donne l'ordre d'évacuation. La résistance héroïque de Bir Hakeim, une défaite programmée, a permis de retarder suffisamment l'ennemi pour que la 8e armée britannique du maréchal Montgomery puisse se reprendre et organiser la contre-offensive. Du coup, les historiens considèrent Bir Hakeim comme le vrai tournant de la guerre du désert. On suivait les exploits du bataillon. Hein? Bir Hakeim et tout ça. Wow, c'était fantastique. Et puis après, quand ils sont partis à la guerre et quand on a appris qu'un tel est mort, on a pleuré comme si on était des femmes, hein, mais on était encore des petites jeunes filles. Surtout à cette époque-là, oh là là. Pendant que les uns sont à la guerre, les autres ici dans leur fauteuil, dans leur bureau bien à l'aise, ravitaillés tranquillement. Il y en a d'autres qui sont obligés d'aller se battre à la boulangerie pour un morceau, pour une baguette de pain, etc. Par la force des choses, le territoire est mal ravitaillé. Donc, quand il s'agit de distribuer la nourriture, les fournitures, eh bien là, les notables essaient de se servir, etc. Et c'est comme ça un peu qu'on a vu surgir, dès 1942, on a vu surgir un personnage qui était Pouvana, encore peu actif à l'époque, même s'il était déjà une personnalité, et qui va justement dire aux Tahitiens, Tahitiens, vous êtes chez vous, hein, et donc c'est vous qui devez être servis les premiers. Le gouverneur Orselli, en homme autoritaire, ne tolère pas les critiques. Pouvana est envoyé en prison, puis en résidence surveillée dans son île de Wainé. Et le gouvernement a été donc amené à mettre sur pied un service du ravitaillement, avec un magasin du ravitaillement. C'est surtout le pain, enfin la farine et le vin qui ont manqué. Autrement, on avait de la viande, on avait des porcs, on avait du poulet, des œufs, on avait tout ici. Il y avait pas mal de production locale à ce moment-là.
Le café était produit entièrement ici, Marquise, Tahiti, Montréal. Le sucre était produit à Timor, parce qu'il y a des grandes plantations de canne à sucre là-bas. Le lait, c'était en général du lait de coco. Les Chinois faisaient beaucoup de légumes. Le poisson, on l'avait à profusion. On élevait des poulets, des canards, des lapins, les cours étaient grandes. Hein. Et quelquefois un petit cochon par là. Ah non, pour ça, on ne peut pas dire qu'on a crevé de faim. Hein. Les gens s'amusaient beaucoup aussi. Il y avait les boîtes de nuit, là, le col bleu, le Lionel, le Queens. Le samedi, on allait faire nos robes, nos jolies robes. Et puis on faisait la bringue, on allait au Queens, on allait au col bleu. Ça, je me rappelle bien. Après, il y avait une camionnette où on s'entassait à je ne sais pas combien. Et on terminait à, je sais pas, 2 h du matin. Il n'y avait pas de haut-parleurs, mais alors les orchestres, ça donnait. Hein. J'ai 18 ans et je m'engage dans la marine. Et puis j'ai embarqué à bord du Cap des Palmes. Si je me suis engagé avec les copains, les 3 copains, je me suis dit, c'est le seul moyen qu'on puisse voir du pays. Allons-y. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé. Après un passage à Nouméa, nous avons été affectés aux Salomon, aux îles Salomon, en face de Guadalcanal. Et nous participions tout le temps à des convois de navires marchands. Nous étions le seul bateau français représentant la France dans la guerre du Pacifique. C'était ce fameux Cap des Palmes. À Tahiti, les marins sont environ 260 à s'engager de 1940 à 1944 dans les forces navales françaises libres. Une dizaine sur le Triomphant, une centaine sur le Cap des Palmes, et une trentaine sur le Chevreuil, qui fréquenta également de manière significative le théâtre atlantique. On voit arriver une grande barge qui accoste le bateau, et puis nous appelle « Frenchy, let's show you ». Alors, il nous jetait de la dinde, et il y a notre commissaire qui arrive. « Hey, j'ai jamais commandé de la dinde, mais it's free, it's Thanksgiving Day ». Oui, mais de la dingue de toute la marine américaine et l'armée américaine, c'est fabuleux. Il faut dire que ça ne devait pas être gratuit parce qu'on marchait sur le système de prêt et bail pendant la guerre, pendant toute cette durée. On devait, à la fin de la guerre, rembourser et notre commissaire il était paniqué. Alors nous, notre travail, ça a été de faire des convois. On a fait des convois dans l'Atlantique. On allait jusqu'à... Mais on était basé à Dakar. Hein. Je vous présente le Chevreuil, c'est un petit aviso escorteur où j'étais embarqué comme timonier. Et alors vous voyez ici, côté avant, c'était la Croix de Lorraine que nous arborons justement sur la partie avant du bateau. Et le chevreuil que l'on portait sur notre poitrine. Après les campagnes de Tunisie et d'Italie, le bataillon du Pacifique participe au débarquement des forces alliées en Provence le 15 août 1944. J'avais avec moi un soldat tahitien, mais spontanément, sans s'être concerté ni rien. On a mis le pied sur le sol de France, on a attrapé le sable, on l'a embrassé.
s'ouvrent immédiatement de très durs combats devant Hyères, où ils s'empareront d'une position clé de l'ennemi. Toulon tombe à son tour. La marche triomphale le long de la vallée du Rhône conduit le bataillon du Pacifique jusque dans les régions boisées de Belfort en plein hiver. À Bora Bora, la guerre s'est éloignée. Après la bataille décisive de Guadalcanal, les Américains ont entamé la lente et difficile reconquête des îles mélanésiennes et micronésiennes jusqu'à la victoire finale sur le Japon, scellée par les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Avec l'éloignement de la menace japonaise, Bora Bora est devenue une base de repos pour les Marines. En juin 1946, la base est désactivée et les équipements restants transférés aux autorités françaises. Il fallait bien que ça se termine. Hein? Après la guerre, ils ne vont pas rester tout le temps là. Le pays n'est pas américain. Il y a eu du matériel sur place, beaucoup. Et la plus grande partie de ce matériel lourd a été jeté à la mer. Jeté à la mer, pourquoi? Parce que les Américains avaient proposé au gouvernement local d'acheter le matériel. Mais le gouvernement local n'ayant pas marché, ce qu'on n'a pas acheté, ça a été jeté à la mer. Le jour où ils sont vraiment partis, c'était un jeudi, à 9 h. Nous sommes allés sur le quai et parmi eux, il y avait des amis. Le soir, cela nous a fait drôle. Il n'y avait plus d'électricité, l'île était dans le noir. On avait l'habitude de l'électricité et d'un coup, il n'y avait plus rien. C'était lugubre, triste. Il n'y avait plus d'activité. Les habitants de Bora Bora ont une certaine force. C'est la force de la nature. Le raisonnement qu'ils ont tenu est le suivant. Il fut un temps où on a profité. C'était une période d'abondance. Ben aujourd'hui, on se remet au travail, puis c'est tout. Entre 1942 et 1946, 19 000 Américains sont passés par Bora Bora, qu'ils baptisèrent la perle du Pacifique. Le mythe de Bora Bora était né, l'industrie du tourisme était lancée. La France libérée, les volontaires du Pacifique sont fatigués. Leurs rangs se sont éclaircis. L'état-major, ne voulant pas leur imposer un hiver de combats supplémentaires, les retire du front, puis leur confie la garde de Paris et de Strasbourg jusqu'à la victoire finale. Après de longs mois d'attente, les rescapés du bataillon embarquent pour le retour à bord du Sagittaire le 14 mars 1946. Sur un bateau qui normalement portait 200 passagers, on était 2020. Ah oui, on avait partout dans les cales et partout. Entre-temps, à Paris, je m'étais marié avec une militaire, une femme militaire qui était secrétaire du général Koenig et qui est revenue avec moi par le Sagittaire. C'était le premier bateau qui revenait. Mais on est resté 15 jours en Martinique parce que il y avait des trous dans la coque. Le 5 mai 1946. On est revenu après 5 ans et 2 semaines. Dès le matin de bonne heure, des pirogues étaient venues, et des pirogues
qui étaient venus entourer le bateau, rentrer, il y avait des guirlandes de fleurs partout, c'était extraordinaire. Il y avait 5000 personnes à Papeete, et 5000 personnes à l'époque, c'était beaucoup. Hein. Les quais, c'était plein de monde. Je me rappelle de l'arrivée, on a été... J'étais déjà grande, quoi. Hein. Ouais, c'était délire, hein. Les gens étaient accueillis avec les fleurs, c'était John Martin. Il y avait enfin, beaucoup de Tahitiens, mais j'ai parlé le nom dans la tête, des familles qui ont accueilli, et puis c'est devenu des héros. Cinq fois cité pendant la Seconde Guerre mondiale, le bataillon du Pacifique reçoit la Croix de guerre 39-45 et la fourragère de la médaille militaire. 60 ans plus tard, le souvenir est toujours présent. John Martin est dorénavant commandeur de la Légion d'honneur. L'ancien combattant du bataillon du Pacifique est très fier de cette décoration. Je suis fier, en étant tahitien, de porter cette décoration qui est une belle décoration française. Et surtout, je suis le porteur de cette décoration, mais je pense aujourd'hui à tous mes camarades du bataillon qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus là. Il n'y a pas eu que le bataillon du Pacifique, il faut le dire. Il y a eu des marins, il y a eu des aviateurs, il y a eu des parachutistes à la fin. Mais ils sont partis en groupe de 15, de 20. Et le bataillon du Pacifique, si on en parle aujourd'hui, et s'il y a des décorations, des fourragères, etc., au bataillon du Pacifique, c'est parce qu'il est resté une unité groupée toujours la même, du départ au retour. Peu de fagnons peuvent présenter un palmarès aussi fourni en victoire. Après 15 jours de libation, d'invitation dans des déjeuners dans les diverses communes, dans les divers districts à l'époque, il a fallu avoir une autre vie et gagner sa vie et être en compétition avec des gars qui étaient restés là. On leur a fait une fête gigantesque, comme on sait les faire à Tahiti, mais le lendemain de la fête, pas grand-chose. Il y a eu des gens qui occupaient des postes pendant la guerre, il en fallait, mais qui peut-être s'étaient imaginé que nous, on leur en voudrait. Et ils ont pris les devants. Alors, bien sûr, on leur avait fait des promesses, laissant entendre qu'ils auraient des places, etc. Oui, mais les places n'étaient pas très nombreuses et puis elles étaient prises. Ça fait que la situation dans notre pays, à Tahiti et dans les îles, a été intenable. Hein? Et ce qui a donc permis la création de l'association des volontaires, composée de militaires, d'anciens militaires, et du comité Pouana. Quand le bataillon du Pacifique revient le 5 mai 1946,
Les élections ont déjà eu lieu, tout est bouclé, donc ils ne peuvent pas participer à la vie politique locale. Et c'est là alors que Pouvana va tenter de concrétiser ce qu'il avait fait pendant la guerre. Alors, il jouit certainement d'une grande estime de la population, mais qui ne se traduit pas tout de suite en termes électoraux. Le grand discours de Pouvana, si vous voulez, si on le traduit en termes simples, c'est Tahitien, tu es étranger sur ta terre. À l'époque, quand on dit Tahiti aux Tahitiens, ce n'est pas un fantasme de dire que le Tahitien n'est rien sur sa terre. C'est une réalité objective. À Bora Bora, au lendemain de la guerre, des cris d'enfants témoignent des idylles entre de jeunes soldats américains et de jeunes femmes polynésiennes. Et puis j'ai connu ce copain-là, Fernand Prince, et c'est mon copain après. Après, on était restés bien longtemps, et puis j'ai eu ma fille, Prince Irma. Ma maman, elle a eu 2 gosses, des Américains. C'est moi l'aînée. Après, il y a la petite, ma petite sœur qui est en 44, mais c'est un autre GI. Et puis, ils sont retournés. Ils sont obligés de rentrer, parce qu'ils ne sont pas venus comme ça, hein. Non, ils sont obligés de rentrer. Allez. On a fait des recherches, ils sont venus nous voir, tous les enfants américains, pour voir des recherches, les parents, les papas qui sont encore en vie. Mais il y en a qu'on a trouvé, hein, leurs parents. Ce sont différentes photos de mon père américain. Le voici jeune homme, puis ici à 47 ans, à 60 ans, puis à 75 ans, peu de temps avant sa mort. Il avait 19 ans lorsqu'il est venu ici, à Bora Bora, pendant la guerre. C'est tout, je ne sais pas, on n'a pas retrouvé à moi. Il y avait à peu près une 60aine d'enfants qui sont nés à Bora Bora pendant l'occupation américaine. Il y a quelques années, lorsque ma mère vivait encore, je lui ai demandé quel était le nom de mon père. Elle n'a jamais voulu me répondre. Jusqu'à sa mort, elle ne m'a rien dit. Et moi, encore, jusqu'à il y a quelques semaines, je ne savais pas. Un jour, une femme est descendue d'un paquebot de croisière pour retrouver son demi-frère polynésien. À la mairie de Bora Bora, lorsqu'elle présenta les photos de son père, on n'eut aucune hésitation. À sa mort, son père lui avait révélé l'existence de ce demi-frère, lui demandant d'essayer de le retrouver. C'est extraordinaire, miraculeux. Bora 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 nui Taura ao te manu o te rewae Awira ho I Bora Bora nui Bora 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 nui Taura ao te manu